Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de recherche. Pour cette matière comparée à la biophysique ou au génome, l'essentiel de ce qu'il faut pour résoudre les QCM, c'est un bon sens de l'observation et de la logique. Que vous pensiez avoir ou pas ces qualités, le seul vrai moyen de se préparer à l'épreuve du E8, c'est de s'entraîner. La matière se notant sur peu de QCM, il est facile de gagner des points à chaque item juste, mais il est aussi facile d'en perdre. Dans cette vidéo, on va reprendre le cours portant sur les biotechnologies immunologiques. Cette partie reprend des acquis de biologie cellulaire du premier semestre. Tout d'abord, nous allons définir quelques termes et techniques d'immunologie. C'est une partie de cours qu'il faut maîtriser, ainsi que celle sur les méthodes d'étude des protéines, pour comprendre les schémas et photos qu'on peut avoir dans un sujet de recherche. Les définitions sont importantes pour bien savoir de quoi on parle. Tout d'abord, l'antigène. C'est un élément reconnu par notre système immunitaire. Il peut s'agir d'un micro-organisme étranger ou d'une protéine, un peptide. Ensuite, l'épitope, ou motif antigénique. C'est une région très limitée de l'antigène, une structure composée de quelques acides aminés ou résidus glucidiques, qui est reconnue par un anticorps. On peut s'imaginer un épitope comme une séquence, une configuration qui va être imbriquée par un site de reconnaissance d'un anticorps. Si l'imbrication est bonne, l'anticorps va fixer l'antigène avec un degré d'affinité variable, selon une réaction réversible. Par contre, s'il n'y a pas de compatibilité, il n'y aura pas d'imbrication du tout. Et donc enfin, l'anticorps, c'est une protéine reconnaissant et neutralisant un antigène, via un des épitopes que cet antigène contient. Elle est produite par le système immunitaire, et plus précisément par des lymphocytes B. Il est donc logique de penser que pour un antigène, on pourra avoir plusieurs types d'anticorps produits, qui reconnaîtront tous l'antigène, mais chacun sur un épitope différent de cet antigène. Cependant, attention! Deux anticorps peuvent reconnaître le même épitope et pourtant être différents. Par exemple, si un IgA et un IgG reconnaissent le même épitope. Vous le savez, pour avoir une défense efficace et spécifique d'un élément étranger, certaines cellules spéciales de l'immunité vont se mobiliser pour protéger le corps. Certaines vont reconnaître l'élément étranger puis le phagocyter. D'autres vont le reconnaître grâce à des anticorps membranaires et vont produire des anticorps, tous identiques à celui qui a reconnu l'élément étranger, pour freiner l'impact de ces éléments étrangers. Ces dernières cellules sont des lymphocytes B, qui vont, suite au contact avec l'élément étranger, se différencier en plasmocytes et sécréter en grande quantité des anticorps, identiques à celui de base qui a reconnu l'épitope quand la cellule présentatrice d'antigène le lui a amené. Attention, il est important de comprendre qu'un anticorps reconnaît un épitope en 3D. Ainsi, on peut s'imaginer qu'un anticorps va reconnaître un RCPG en trouvant un épitope formé par deux boucles voisines. Si on dénature le RCPG en le déroulant complètement par exemple, l'anticorps ne peut plus identifier son épitope puisqu'il n'existe plus. C'est la notion d'épitope conformationnel, par opposition à un épitope séquentiel, qui est seulement un enchaînement d'acides aminés qui est présent même quand la molécule n'est pas conformée. Sur le schéma, on peut voir que l'épitope conformationnel n'est reconnaissable que si la protéine est dans une conformation précise. En jaune, ce sont les acides aminés reconnus par l'anticorps. Intéressons-nous maintenant à la production d'anticorps spécifiques. C'est ce principe de production qui va nous être très utile pour produire des anticorps spécifiques d'un antigène. Il existe deux types de manipulation et chacune va donner des produits spécifiques à la méthode utilisée. L'antisérum ou anticorps polyclonaux. Ici, le principe est très simple. On injecte de manière répétée un antigène purifié où on est sûr qu'il est le seul présent dans l'injection à un animal et on récupère son sérum qui contient les anticorps. On a donc un antisérum qu'a produit l'animal contre l'antigène. Il faut cependant noter que l'antigène possède sûrement plusieurs épitopes reconnaissables par les anticorps. L'antisérum peut donc cibler l'antigène, mais par le biais de plusieurs anticorps différents, reconnaissant un épitope différent. C'est ainsi que, à cause de la multitude d'anticorps différents, on pourra avoir une réaction croisée.
Un anticorps reconnaissant un épitope de l'antigène pourra aussi reconnaître ce même épitope présent sur une autre molécule dans le milieu. De plus, dans le sérum de l'animal, on pourra aussi trouver ses propres anticorps initiaux, qui ne sont pas du tout dirigés contre l'antigène injecté, puisqu'ils étaient là avant l'injection. Ensuite, parlons des anticorps monoclonaux. Ici, le principe est plus compliqué, mais le résultat en vaut la chandelle. On injecte de la même manière un antigène non purifié. Vous allez comprendre pourquoi. Un animal pour qu'il produise des anticorps le ciblant. On va ensuite prélever les lymphocytes de cet animal. Puis, on va les fusionner avec des cellules malignes, tumorales, pour les rendre immortelles et augmenter leur capacité de division cellulaire. On obtient des hybridomes. On sélectionne ensuite ces hybridomes pour être sûr d'écarter les lymphocytes non immortels ayant raté leur fusion et les cellules malignes qui ne sécrètent aucun anticorps. Ensuite, on les sépare bien les uns les autres par une dilution limite, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que 0 ou un hybridome par compartiment. Puis on les clone en les mettant dans un milieu de culture pour qu'elles se divisent. Ainsi, ces clones vont se diviser et produire en grande quantité un anticorps par clone venant du même hybridome. À la fin, on sélectionne par criblage ou technique de reconnaissance les clones produisant les anticorps monoclonaux qui nous intéressent et on peut les utiliser pour divers tests et expériences. On a donc des clones, un ensemble de cellules venant chacun de la division d'un hybridome, produisant chacun un seul anticorps, d'où l'appellation d'anticorps monoclonaux, spécifiques d'un épitope de l'antigène mais différent des autres clones. Ici, vu qu'on peut produire en quantité quasiment illimitée un seul anticorps spécifique de l'antigène, le risque de réaction croisée est faible. Passons maintenant aux méthodes d'étude des protéines. On va se concentrer ici sur les méthodes qui tombent souvent à l'examen, c'est-à-dire le Western blot, le test ELISA, l'immunoprécipitation et l'immunohistochimie. Parlons tout d'abord de la grande star des annales de recherche, j'ai nommé le Western blot. Il est aussi appelé immuno-empreinte, immunoblotting ou immunotransfert. C'est un moyen d'analyse qualitatif. Il sert à savoir quelles protéines sont présentes dans un mélange, grâce à des anticorps qui vont reconnaître ou pas ces protéines. On fait en fait une électrophorèse des molécules à étudier dans du SDS-PAGE, donc en conditions dénaturantes, que l'on transfère sur un support solide, puis on marque les molécules avec des anticorps spécifiques. On met ensuite en évidence les molécules sur lesquelles les anticorps se sont fixés. Cela fait l'objet d'une autre partie dans le cours, mais on ne la développera pas ici, et on observe. Les molécules les plus petites vont migrer plus vite. On fait bien sûr plusieurs lavages pour que les anticorps qui ne sont pas fixés soient éliminés, sinon on aurait du marquage partout. Le Western blot peut se faire à partir de tout extrait tissulaire, mais il va dénaturer les protéines. C'est très important car certaines molécules ont des épitopes conformationnels qui ne seront pas détectés par leur anticorps après dénaturation. Voilà à quoi ressemble un Western blot schématisé. À droite, la colonne avec toutes les bandes représente l'ensemble des protéines analysées. Ensuite, chaque colonne correspond à la mise en évidence par un anticorps. Il peut y avoir des cas où l'épitope est présent dans le mélange mais invisible sur le Western blot. Si l'épitope est conformationnel, comme on vient de le dire, s'il y a eu une protéolyse, un clivage avant l'étude de l'échantillon et qu'il a détruit l'épitope, etc. Beaucoup de situations expliquent l'absence d'un épitope sur le Western blot. Gardez cela à l'esprit, vous évitera bien des pièges dans les QCM. Différentes protéines peuvent comporter le même épitope. Elles peuvent avoir un morceau de leur structure qui est semblable, un site d'action d'un récepteur par exemple, ou cela peut être une seule et même protéine qui a été clivée, mais pas en totalité. Il reste à la fois la protéine entière et la protéine clivée contenant l'épitope dans le mélange. Dans ces cas-là, un anticorps mettra en évidence toutes ces protéines sur le Western blot. Tous ces éléments sont à prendre en compte quand vous analysez un QCM présentant un Western blot. Penchons-nous maintenant sur le test ELISA. C'est aussi un test qualitatif
qui permet d'analyser quels antigènes ou anticorps sont présents dans l'échantillon à étudier. On a un support solide avec un anticorps collé dessus et on va laisser l'antigène à étudier se fixer dessus s'il est présent. Il y en a de 3 types. On a le dosage compétitif où on met des anticorps fixés sur le support, une quantité connue de leur antigène à doser, marquée, puis on met notre extrait protéique non marqué. Du coup, il y aura une compétition entre l'antigène marqué et, s'il y en a, le même antigène non marqué présent dans l'extrait. Après lavage, pour éliminer tout ce qui n'est pas fixé, le signal mesuré sera inversement proportionnel à la quantité d'antigène à doser. Il y a aussi le dosage sandwich, où l'antigène non marqué est fixé entre l'anticorps collé sur la surface solide et l'anticorps que l'on utilise pour faire du marquage afin de révéler le signal. Ici, le signal mesuré est proportionnel à la quantité d'antigène. Enfin, il y a l'indirect, où c'est l'antigène qui est fixé sur le support solide au lieu de l'anticorps qui, lui, est dosé. Il y a aussi l'hélispot, où l'on utilise des plasmocytes ou des hybridomes qui sécrètent notre anticorps que l'on va doser, et le sel ELISA, où des cellules sont disposées sur une plaque et expriment à leur surface des antigènes membranaires que l'on va doser à l'aide d'anticorps. Lors des QCM, vous allez devoir entre autres choisir quelle technique utiliser. Pour quantifier des anticorps, c'est l'ELISA indirect. Pour quantifier les antigènes, c'est l'ELISA sandwich et le compétitif. Pour quantifier les anticorps produits par un type de cellule, c'est l'hélispot. Pour quantifier les antigènes membranaires produits par une cellule, c'est le sel ELISA. Généralement, on vous présentera les résultats des tests ELISA sous la forme de tableaux de ce type. La densité optique est proportionnelle au taux de réaction des enzymes marquant les anticorps. Plus l'antigène est présent dans l'échantillon à doser et plus elle sera élevée. Il y a toujours un peu de densité optique même si l'antigène est absent. Vous saurez si c'est un artefact ou pas en comparant le résultat au témoin négatif qui vous sera toujours donné. Ici, ce sont REF1 et REF2. Si le test ELISA est fait en conditions non dénaturantes, il peut détecter des épitopes conformationnels invisibles en Western blot. Mais il peut aussi ne pas détecter un épitope si celui-ci est masqué, inaccessible par son anticorps, en conformation native. Ensuite, il y a l'immunoprécipitation. On réalise un radiomarquage sur un ensemble de protéines, puis on utilise un anticorps spécifique de la protéine à étudier qui va la faire précipiter si elle est présente dans le mélange, car cet anticorps est lié à une molécule lourde qui le précipite. On l'analyse ensuite par autoradiographie. Attention, ici on travaille sans SDS et sans 2-mercaptoéthanol, donc les protéines restent sous forme native et ne sont pas dénaturées. L'anticorps que l'on va utiliser va donc reconnaître les épitopes conformationnels, donc ceux dus à la forme tridimensionnelle de la protéine à l'état natif. Ensuite, par électrophorèse en SDS-PAGE, on va alors pouvoir comparer l'immunoprécipité avec notre extrait protéique de départ, X, sur 2 colonnes différentes. Sur le schéma, IP désigne la protéine qui nous intéresse, qui a précipité par immunoréaction avec un anticorps spécifique, d'où l'utilisation de ces termes. Ici, contrairement au Western blot, les protéines sont révélées par autoradiographie, mais il est tout à fait possible de ne pas radiomarquer les protéines au début et de les révéler ensuite avec des anticorps comme un Western blot. Il faut juste garder à l'esprit que même si les anticorps à épitope conformationnels ont pu précipiter et sont présents sur la piste IP, ils ne sont pas révélés par leur anticorps puisque l'étape d'électrophorèse les aura secondairement dénaturés. Cependant, l'antigène qui porte ces épitopes conformationnels pourra être révélé d'une autre manière, par d'autres anticorps reconnaissant des épitopes séquentiels sur lui, par exemple. C'est notamment le cas lorsqu'au lieu de révéler IP par le même anticorps monoclonal que celui utilisé pour l'immunoprécipitation, on le révèle avec un antisérum. La dernière technique dont nous allons parler est celle de l'immunohistochimie.
Cette technique est plutôt une technique d'observation que de quantification. Elle consiste à prendre des coupes de tissus à étudier et à les marquer avec des anticorps correspondant aux antigènes recherchés. Cela permet de repérer certains antigènes ayant des épitopes détectables uniquement dans leur conformation tissulaire. Cette technique est aussi utilisée pour comparer des cellules normales et tumorales, par exemple, comme c'est souvent le cas dans les annales. Nous allons maintenant faire 1 ou 2 QCM ensemble pour mettre en pratique ce que l'on vient de voir. 3, 2, 1, c'est parti! QCM numéro 1. Vous êtes un chercheur reconnu qui, au cours de ses travaux, a découvert une famille protéique, la famille TAT. Il a été prouvé que les étudiants en PACES ayant un plus haut taux sanguin de TAT étaient les plus heureux. Vous souhaitez mieux caractériser cette famille pour en tirer un maximum d'effets positifs. Pour cela, vous réalisez une série de Western blot. Vous utilisez un antisérum parfaitement caractérisé, qui reconnaît toutes les formes et tous les fragments de protéines issus de la famille TAT en tant que témoin. Vous utilisez également plusieurs anticorps monoclonaux, AC1, AC2, AC3 et AC4, dont on sait qu'ils reconnaissent plus ou moins une protéine de la famille TAT. Vous réalisez également un test ELISA pour doser les antigènes reconnus par chacun des anticorps. Item A. La protéine de 150 kilodalton est forcément issue du clivage de la protéine de 600 kilodalton. C'est faux. La protéine peut être issue de ce clivage, mais elle peut aussi être une protéine complètement différente avec le même épitope. C'est la notion de réaction croisée, qui reste cependant très rare avec les anticorps monoclonaux. Item B. AC4 ne reconnaît finalement pas de protéines de la famille TAT, comme on peut le voir sur le Western blot. On voit sur le test ELISA que la densité optique de l'AC4 est au même niveau que les autres. De plus, on sait que parfois un anticorps peut ne pas reconnaître son épitope, car celui-ci a été détruit par la dénaturation lors du Western blot. C'est le cas des épitopes conformationnels. Cet item est donc faux. Item C. AC4 reconnaît sans doute un épitope conformationnel d'une des protéines TAT. Cette réponse est vraie pour les mêmes raisons citées à l'item B. Item D. L'AC1 reconnaît un épitope séquentiel sur sa protéine. C'est vrai aussi. L'épitope est forcément séquentiel puisqu'il est toujours reconnu après dénaturation de la protéine. Item E. L'antisérum ne contient que des anticorps dirigés contre des protéines de la famille TAT. C'est faux aussi. Comme nous l'avons vu plus haut, les antisérums contiennent de nombreux anticorps différents de ceux qui nous intéressent, à commencer par ceux que l'animal possédait avant les injections. Donc, pour ce premier QCM, les réponses vraies sont la C et la D. On en fait un autre? QCM 2, toujours avec le même énoncé. Item A. Le test ELISA peut avoir été réalisé par ELISA Sandwich ou par ELISA compétitif. C'est vrai. Ce sont en effet 2 types d'ELISA utilisés quand on veut doser des antigènes. Item B. Vous pourriez utiliser vos anticorps en immunofluorescence indirecte sur des coupes tissulaires de patients pour faire du marquage et étudier ces coupes. C'est vrai. Le test ELISA montre qu'en conditions non dénaturantes, vos anticorps reconnaissent des protéines de la famille TAT. Ce serait donc tout à fait possible. Item C. AC2 et AC3 reconnaissent la même molécule. C'est faux. Ce n'est pas parce qu'ils présentent tous les deux une tache sur le Western blot à 600 kilodalton qu'ils reconnaissent la même molécule. Ils reconnaissent peut-être des molécules différentes de même poids moléculaire. L'item est donc faux car on ne peut pas affirmer cela. Item D. Vous pourriez utiliser l'anticorps 2 pour purifier là ou les protéines qu'il reconnaît à partir d'un extrait tissulaire par chromatographie d'affinité. Nous n'avons pas revu les chromatographies d'affinité dans cette vidéo, mais c'est vrai, l'anticorps 2 ne reconnaît que la protéine que l'on voit sur le Western blot et éventuellement d'autres dont l'épitope a été détruit. Il peut donc servir à la purifier s'il est fixé à un tube et qu'on fait passer un extrait protéique dans ce tube.
Si là où les protéines sont présentes, elles resteront fixées à l'anticorps 2 et le reste sera élué. Item E. REF1 et REF2 sont sans doute des anticorps qui ont faible affinité avec les protéines de la famille TAT. C'est faux. Ce sont simplement les témoins négatifs de l'expérience. Ils sont là pour quantifier le bruit blanc. C'est la fraction de densité optique qui est en fait un artefact, présent même quand aucun antigène n'est dosé. Les réponses vraies sont donc A, B et D. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a été utile et que grâce à elle, vous avez mieux compris les techniques d'immunologie utilisées en recherche. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à venir poser vos questions aux permanences du TAT qui ont lieu le lundi à Maraîcher et le mardi pour Purpan et Rangueil. Nous tenons à rappeler qu'en aucun cas cette vidéo ne remplace les cours des professeurs d'initiation à la recherche des facultés de Rangueil et Purpan qui seuls font foi pour le concours de mai.